Le premier chantier, c'est celui-là, c'est celui d'une BI intelligente. Pourquoi je dis intelligente? Parce que on diffuse sur 150 comptes de réseaux sociaux. On rejoint une start-up sur une feuille blanche. Je parlais de dextérité intellectuelle, il faut aussi de l'élasticité de caractère. On a travaillé sur des choses, des business, des projets qui après ont été annulés puisqu'il n'y avait pas de potentiel ou qu'on n'arrivait pas à le faire. En fait, dans l'hygiène de la donnée, il n'y a pas juste de la data qui est propre pour pas faire du garbage in, garbage out, pour utiliser une expression largement relayée dans le métier, mais c'est de faire de l'éthique in, de l'éthique out. Aujourd'hui, je reçois Dounia, qui est Chief Data Officer chez Brut, le média en ligne. Dounia va nous parler de son parcours, de ses chantiers et du plus gros challenge qu'elle a rencontré, à savoir comment aborder le sujet de la data avec des profils créatifs qu'on retrouve beaucoup, bien entendu, dans un média. Hello Dounia, ça va ? Ça va bien. Bonjour Robin. Je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Brut pour commencer, s'il te plaît ? Ouais. Donc Brut, c'est un média distribué principalement sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter. On fait des podcasts. Nous aussi, on aurait pu tourner dans les studios de Brut, sur Spotify, etc., toutes les plateformes. On a également une application et un site web. En 2022, on a fait 22 milliards de vidéos vues partout dans le monde. On est le premier média en ligne en Europe. On est le premier média anglophone en Inde. On a fait un très beau démarrage aux États-Unis depuis maintenant un an. Donc voilà, on est aussi un média global. Il y a à peu près 350 millions à 500 millions de personnes tous les mois qui s'engagent sur nos contenus. Et donc, l'objectif du média, c'est de s'adresser à cette génération qui regarde pas la télé, qui écoute pas la radio, qui lit pas le journal et qui, pour autant, quand elle est adressée sur les formats qui lui conviennent et dans les touchpoints, les points de contact où elle s'engage assez massivement. Et c'est ce que Brut a réussi à faire depuis maintenant 6 ans. Et comment tu t'es retrouvé, toi, Chief Data Officer chez Brut ? Je pense qu'on revient à mes études. Donc moi, j'ai fait un parcours plutôt classique, prépa, école. Simplement, j'ai choisi une école qui était déjà spécialisée sur les technologies du numérique. Donc en France, qui est l'Institut Mintelecom, la Business School. Et ensuite, j'ai fait un master en e-commerce à Hong Kong. Et donc, je voulais vraiment travailler dans le digital. Et donc, mon métier, ça a toujours été de faire profiter du business de technologies, notamment de technologies numériques. Donc, j'ai commencé sur le CRM dans le conseil, puis ensuite les technologies au service du marketing, pour finalement me spécialiser vraiment sur Internet. Donc, je suis une entreprise pure player. Comment je fais pour optimiser mes process d'acquisition, mon produit, ma connaissance utilisateur. Je suis une entreprise plus classique. Je me pose des questions. Est-ce qu'il faut que j'ouvre un e-commerce? Est-ce qu'il faut que je mette mes produits dans une marketplace? Quelle est la place du canal Internet dans mon business? Et le canal Internet étant une source de données exponentielle et formidable, mon métier, c'est de déplacer du digital en lui-même aux opérations data et notamment les opérations data marketing. Donc, parmi les clients chez qui j'ai sévi dans le conseil, il y avait notamment des médias, France Télévisions, etc. À la base, j'ai fait du conseil parce que je savais pas trop ce que je voulais faire et sur quoi me spécialiser. Et en fait, j'ai vraiment trouvé des atomes crochus avec l'industrie du contenu. Et donc, TF1, il y a 4 ans et demi, a racheté une vingtaine de sites de e-commerce et des médias surtout. Et donc, a constitué une filiale digitale. Et donc, j'ai rejoint TF1 pour créer une équipe digitale et data. Donc, je m'occupais à la fois de l'acquisition, de la monétisation, du CRM, mais aussi de l'analytics, de l'intelligence artificielle et de la plateforme data. Il y a 1 an et demi, j'ai rejoint Brut, qui est donc une scale-up et qui cherchait aussi à s'équiper d'une équipe data et IA solide pour accompagner justement le scale du média. Et donc, me voilà. Est-ce que tu peux nous raconter comment se déroule l'année 1 ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Comment ça s'est passé ? Donc déjà, c'est une démarche que j'emprunte toujours à mon passé de consultante, c'est-à-dire où sont les données, quels sont les types de données que l'on a et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Et donc, à partir de là, le pragmatisme de cet environnement-là qui est Brut m'oblige en fait à choisir les utilisations ou les cas d'usage qui vont être les plus compréhensibles par un métier qui en face n'est pas mature pour collaborer avec
avec une équipe data. Ça veut pas dire qu'ils faisaient pas de la data avant. Quand on est un média, on a quand même les yeux rivés sur les vues, les audiences, les performances. Mais encore une fois, dans des outils qui sont natifs aux plateformes, il y a des outils de dashboarding, voilà, de remontée de données dans Facebook, dans Snapchat, etc. Donc, comment est-ce que très vite, on arrive à apporter du mieux à ces populations-là, à ce métier-là, qui n'a pas l'habitude de travailler avec une équipe data. Donc ça, c'est une première manière de choisir ses combats. La deuxième manière, c'est effectivement, il y a des feux à éteindre, il y a des projets qui sont lancés, qui patinent, avec une échéance business ou des problèmes rapidement à régler. Donc ça, c'est la deuxième manière de faire cette démarche d'entonnoir. Et puis, le troisième filtre, c'est celui du recrutement, puisque voilà, moi, quand j'arrive, je suis Citizen One. Alors, pas Citizen One, on avait deux ou trois data analystes qui avaient été recrutés très embed dans des équipes métiers. Donc ça aide, ça avait aidé quand même. Mais surtout, les autres cas d'usage hors un insight, je dirais, de premier ou deuxième niveau, il y avait personne. Donc les compétences que je vais arriver à recruter et à onboarder rapidement vont aussi débloquer des cas d'usage. Je pense notamment aux data engineers, etc., etc. Donc voilà, les premiers 6 mois consistent à faire exister un périmètre fonctionnel dans une entreprise qui n'a pas du tout d'équipe data et d'IA, de choisir les cas d'usage les plus pragmatiques et aussi parfois les plus simples. On parle souvent d'intelligence artificielle, d'algorithmie, de data marketing, etc. Mais en réalité, cette bonne vieille BI, ça reste un cas d'usage sur lequel on se casse les dents en termes de complexité technique pour collecter la donnée, en faire sens, la modéliser. Et de l'autre côté, on se casse aussi les dents en termes d'interface utilisateur, de compréhension, de faire utiliser les dashboards, voilà. Et donc voilà, le premier chantier, c'est celui-là, c'est celui d'une BI intelligente. Pourquoi je dis intelligente? Parce que on diffuse sur 150 comptes de réseaux sociaux. Donc entre ce qui remonte de Spotify, etc., ce qui remonte de YouTube, comment tu fais sens de ça, comment tu comprends les audiences que tu animes sur Spotify vs les audiences que tu vas animer sur YouTube, etc. Donc c'est 150 comptes, je les déverse chez moi, c'est un plat de spaghettis énorme. Une vue sur Facebook, c'est pas une vue sur YouTube, c'est pas une vue sur Snapchat. Voilà, la rétention, l'average watch time, tout ça, c'est des KPI qui font pas du tout sens quand on les regarde à l'échelle de toutes ces plateformes-là. Donc, on commence par se dire la meilleure manière de collaborer avec nos journalistes, c'est de leur permettre de ne pas passer 2 jours par mois par journaliste à aller collecter à la main les données dans toutes ces plateformes pour essayer d'en faire sens et comprendre quelles a été les performances d'un sujet cross-plateforme, voire cross-pays, d'un nouveau format, etc., etc. Ça permet aussi de rassurer sur la qualité de la donnée ou de notre travail. On a fait d'ailleurs certaines bêtises où on comprenait pas très bien quels étaient les SLA des API. On avait parfois de la perte de données, etc. Donc parfois on a sorti des chiffres qui n'étaient pas forcément bons. Donc ça nous a amené tout de suite à décélérer sur des cas d'usage qui sont en interface avec nos métiers et de se dire ok, on a déjà pas mal délivré sur ces 6-7 premiers mois. Là, on se pose sur la plateforme data, on se pose sur la qualité. On fait peut-être des choses plus en back. On recule un petit peu pour mieux sauter, après. Peut-être en 2 mots, les SLA, c'est les Service Level Agreements. Et donc, ça va être, par exemple, il y a un SLA avec une plateforme qui est que quand on est connecté à l'API, on reçoit les données toutes les 24 heures. C'est ça. Mais une autre, ça va être différent. Et puis, il y en a qui ont un taux de succès très haut et d'autres, parfois, la donnée va pas arriver. Ouais. Donc, voilà, on fait face à ce genre de challenge. Ouais, c'est hyper intéressant et c'est la bonne fondation, en fait, pour demain aller chercher des cas d'usage, comme tu me disais, après, qui vont peut-être être plus big data ou au sens plutôt machine learning, etc., quoi. Ouais, tout à fait. Et puis ça permet aussi, c'est malin en fait à faire parce que tu règles un problème tout de suite qu'ils ne savaient pas régler avant, et en même temps, en parallèle, tu construis ta plateforme data, et en même temps, tu processes ton équipe qui arrive au fur et à mesure. Donc ça, c'était une période qui est très excitante, très challengeante, parce qu'on est sur tous les fronts à un moment donné, la conduite du changement, l'ingestion de la donnée, la collecte de données,
la relation avec les plateformes, la structure de l'équipe. La chance que l'on va avoir avec Adrien aussi, que je cite, Adrien Bouot, qui est mon Head of Data, et Clément Baccar, qui est le VP Engineering, c'est qu'on n'a pas vraiment de legacy. Déjà, c'est un gros caillou qu'on enlève, parce que quand il s'agit de lancer une moderne data stack sur un legacy, qu'il faut structurer l'équipe, etc., c'est plus compliqué. Mais en même temps, il n'y a pas de filet. Donc, on se dit, on est en train de choisir des technologies, des partenaires technologiques. Je parle pas forcément d'être sur le cloud ou de pas être sur le cloud. Pour nous, c'était une évidence que c'était une plateforme data sur du cloud. C'est pas notre métier de gérer une infra, etc. Donc on est parti. C'était pas un sujet. Mais par contre, derrière, est-ce que je fais des algorithmes maison? Est-ce que je prends des choses sur l'étagère? Ou est-ce que je les fais en hybride? Est-ce que j'ai tout de suite besoin d'un DBT? Quel outil de reporting et de data vis je choisis? J'ai une bonne visibilité sur mes cas d'usage maintenant jusqu'à 12 mois, mais la question obsessionnelle, c'est est-ce que c'est ces mêmes technologies-là sur lesquelles je vais m'appuyer dans 18 mois, dans 24 mois? Est-ce que je suis pas en train de faire une erreur, etc. Donc, ça a été aussi intéressant d'avoir une architecture de contractualisation et de relation avec tous ces nouveaux partenaires, de façon à ce qu'on puisse garder de l'agilité, de se dire un exemple très concret, quand on prend un outil d'emailing, par exemple, de marketing automation, il n'y a pas encore vraiment de collecte de données sur des emails, des identifiants, etc. Donc, en réalité, on n'a aucune idée de si on a besoin d'être sur un palier de 20 millions d'adresses email ou de 2 millions ou de 3 millions, etc. Donc, je cite un exemple qui paraît un peu opérationnel, mais en réalité, ça permet d'illustrer ce côté. J'ai pas de legacy, donc c'est vachement bien, mais en même temps, j'ai rien. J'ai juste un terrain vague. Du coup, Est-ce que j'en fais 2 maisons? Est-ce que j'en fais un immeuble, etc. Pour ceux qui l'auraient pas, le legacy, c'est en gros tous les outils qu'on va avoir mis en place, notamment les outils data, donc on appelle la stack data ou l'architecture data, il y a plein de termes. Donc c'est tous les outils qu'on va avoir mis en place et qui parfois vont commencer à être un peu vieillissants entre guillemets au bout de 5, 10 ans. Avant c'était plutôt 10, 15, maintenant on commence à être plus sur 5 parce que ça évolue tellement vite et où du coup on se retrouve à devoir opérer des migrations pour aller sur des versions plus modernes, etc. Et donc c'est une problématique à laquelle fait face énormément de boîtes à partir du moment où elle avait un historique d'équipe data finalement. Et là effectivement l'avantage c'était finalement de partir un peu d'une feuille blanche. Et là-dessus j'en profite juste pour dire un petit commentaire que je trouve intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé de ce sujet dans l'épisode 18 avec Antoine Bastien de Believe, parce que eux justement ils avaient un legacy et ils ont opéré une migration. Et en fait, en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, finalement, j'ai l'impression que les boîtes commencent à ne plus considérer le legacy comme on le considérait avant. C'est plutôt, elles intègrent dans leur stratégie le fait d'être perpétuellement en train de migrer. Et que, en fait, il faut plus dire, je fais une stack, c'est la bonne stack pendant 10 ans, et dans 10 ans, on se repose la question et on se retrouve en face d'une galère pas possible. C'est plutôt, en fait, à chaque semestre ou chaque trimestre, dans nos objectifs, on a du temps pour faire évoluer d'une version de Airflow à la suivante, pour lancer 3 POC sur typiquement des BT, des outils, etc. Et en fait, c'est vraiment petit à petit. Alors, ça veut dire que de temps en temps, il faut faire 3 pas en arrière et vérifier qu'on n'est pas en train de créer un truc complètement absurde et que c'est cohérent. Mais c'est plutôt, en fait, c'est une continuité. Et à la vitesse où les technologies vont aujourd'hui, c'est la meilleure approche à adopter parce que ça permet d'être tout le temps assez en phase avec le marché, d'avoir les bonnes technologies en place par rapport à ses objectifs, de pas prendre trop de retard. Et parce que le retard, il peut avoir plusieurs effets négatifs. C'est un, au bout d'un moment, on peut se retrouver avec des problématiques vraiment de performance technique. 2, on peut se retrouver à plus réussir à recruter parce que les jeunes profils, ils veulent bosser sur les dernières technologies ou en tout cas, ils veulent pas bosser sur celles qui sont trop vieillissantes, etc., etc. Bref, c'était juste une petite aparté. Et alors, dans cette année, avec tous ces sujets que tu viens d'évoquer, quel a été ton plus gros challenge? Donc, toi, en tant que leader data, votre plus gros challenge aussi en tant qu'équipe globale? Alors, je pense qu'on peut pas répondre à cette question si on parle pas du recrutement, qui est le premier challenge pour toutes les équipes data et IA. Ce qui est peut-être un peu plus pointu ou difficile quand on monte une équipe de zéro, c'est qu'il faut déjà des personnes qui sont prêtes à partir d'une feuille blanche.
Donc ça veut dire qu'il faut plutôt des profils seniors au départ. Se poser les questions sur quelle data plateforme on va avoir, régler des problèmes tout de suite pour nos équipes, etc. Ça demande une seniorité, une expertise technique certes, mais aussi une dextérité intellectuelle et une certaine résistance quelque part au stress parce qu'il y a de l'enjeu, il n'y a pas de cadre, etc. Donc c'est plutôt des équipes seniors, donc encore plus difficile à recruter. Plus pointu sur le mindset puisqu'on rejoint une start-up sur une feuille blanche. Je parlais de dextérité intellectuelle, il faut aussi de l'élasticité de caractère. On a travaillé sur des choses, des business, des projets qui après ont été annulés puisqu'il n'y avait pas de potentiel ou qu'on n'arrivait pas à le faire. On a priorisé des choses qu'on a redépriorisées. On a commencé à travailler sur des use cases et puis finalement, on a trouvé avec Brut un partenaire avec lequel c'était intéressant de collaborer et du coup, il fallait tout stopper et faciliter ce partenariat-là, etc. Donc c'est quand même pas évident. Et puis ensuite, dans le recrutement, il y a l'onboarding. Donc l'onboarding est hyper clé pour transmettre une culture d'entreprise et une culture d'équipe qui est naissante. Voilà. Donc tout ça, on l'a fait en même temps. Le recrutement, c'était clairement un enjeu. Il y a des personnes à qui ça convenait, d'autres personnes à qui ça convenait pas. Donc on met à peu près, je dirais, 1 an, 12 mois, 13 mois à stabiliser une équipe et les recrutements continuent chez nous. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, je vais revenir sur le sujet de la conduite du changement et des interactions et du travail, de la collaboration avec nos équipes créatives. Comme je te le disais tout à l'heure, on arrive forcément, on leur fait perdre du temps. Parce que avant, ils travaillaient sans nous. Nous, on arrive, il faut qu'on fasse des ateliers de co-construction. On a beau les appeler dans tous les sens, etc. Pour ne serait-ce que cadrer le cas d'usage, comprendre quelles sont les priorités. Donc, c'est là où il faut être vraiment malin. Il faut pas avoir d'ego. Il faut pas se dire quand Dounia me faisait passer les entretiens, elle m'a parlé de computer vision, elle m'a parlé de ciblage, etc. Et là, je me retrouve face à un journaliste à devoir lui expliquer quelle est la différence entre tel type de vue, telle métrique, etc. Là, faut pas avoir d'ego. Faut se dire, je règle ce petit problème qui me paraît small à l'échelle de toute la complexité que je peux régler en étant un magicien de la data et de l'IA. Mais c'est ce win-là qui va créer tout le reste de la collaboration avec les équipes et qui va me permettre d'aller très rapidement, en fait, en réalité, sur des sujets de machine learning, de NLP, d'algorithmie, etc., etc. Du coup, je rebondis sur autre chose, autre sujet complètement, dont tu m'avais parlé lorsqu'on s'était appelé, que j'avais trouvé ça intéressant. Tu m'avais dit, il y a aussi un enjeu qui est particulier chez Brut, qui est le sujet de l'éthique. Ouais. Et donc, forcément, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, hein, à un niveau plus global. Alors, je sais pas si c'est exactement ce sujet-là, mais dans les médias, il y a un vrai enjeu d'éthique sur le contenu qui est poussé. Quel contenu on choisit? Est-ce qu'on est tout le temps à la perf ou est-ce qu'on essaie quand même d'avoir, et j'ai l'impression que c'est le cas de Brut, bien entendu, d'avoir une ligne éditoriale, d'essayer d'avoir un impact? Alors vous êtes en contrôle de vos contenus, donc à la limite, les fake news, vous avez peut-être moins la problématique qu'avec un Facebook qui, lui, pousse du contenu qu'il ne produit pas. Mais bref, j'étais curieux que tu nous en dises un peu plus sur ce sujet et comment ça passe d'un concept très intangible à une matérialisation un peu plus pragmatique, comme tu le disais, au day-to-day, quoi. D'abord, en plus de la qualité de la donnée, appliquer une autre focale, une autre discipline au sein de la qualité de la donnée, qui est d'avoir, en fait, dans l'hygiène de la donnée, il n'y a pas juste de la data qui est propre pour pas faire du garbage in, garbage out, pour utiliser une expression largement relayée dans le métier, mais c'est de faire de l'éthique in, de l'éthique out. Donc, par construction ou by design, servons à nos algorithmes une data qui est la plus englobante possible au moment où je commence à designer mon algo et à le faire apprendre. Et encore une fois, c'est pas exclusif, c'est-à-dire que peut-être que quand l'algorithme sera mis en production, on verra des biais, on verra des choses que l'on n'a pas anticipées. Donc feedback loop, donc c'est la boucle de retour sur l'impact d'un algo. C'est pas simplement ça a marché, ça a permis d'améliorer telle métrique, les utilisateurs sont contents. C'est aussi il y a des biais et du coup je réinjecte de la data qui est de qualité et qui est éthique ou qui m'aide à gagner des points en éthique. L'autre levier que l'on a, qui est celui de la diversité, je n'ai pas la solution pour rendre l'IA plus diverse. Moi, je me positionne un petit peu plus haut, c'est-à-dire d'avoir des équipes data et des équipes de data science, qui sont les plus diverses possibles et qui adressent un maximum de profils possibles. Évidemment, un sujet qui me tient à cœur, qui est la diversité homme-femme dans nos métiers techniques, dans la data, dans l'IA,
dans le produit, dans la tech, ça c'est sûr. Donc déjà, avoir une politique de recrutement très volontariste pour avoir des équipes qui sont les plus divers possibles de ce point de vue-là. Et aujourd'hui chez Brut, mais d'ailleurs dans les autres équipes que j'avais aussi précédemment, c'est toujours 50% de filles, 50% de garçons, voilà, ou d'hommes. Hein. Je vais pas être maternante, donc des hommes et des femmes. Mais c'est aussi la diversité dans les backgrounds académiques. On n'est pas obligé de recruter uniquement que dans les grandes écoles, que dans les profils les plus élitistes au niveau de l'IA. On a des gens qui sont en reconversion. La data et l'IA sont un formidable terrain de jeu pour ceux qui veulent reconstruire un autre parcours professionnel. Il y a évidemment le recrutement dans les universités, etc., etc. Pour en faire quelque chose de plus concret, typiquement, il y a une app que je vous invite à télécharger, que l'on a fait chez Brut pour nos big fans, ceux qui vont pas nous consommer sur les réseaux sociaux et qui nous aiment tellement que en fait on leur a fait une application pour qu'ils viennent y trouver des fonctionnalités, mais aussi principalement du contenu, des manières d'interagir avec nos journalistes, avec nos créateurs que l'on n'a pas sur les réseaux sociaux. Et donc on s'est dit évidemment qu'il y a des sujets de ciblage, d'acquisition, de personnalisation des contenus en fonction de ce que Robin aime ou de ce que Dounia aime, etc. Et on s'est dit comment toujours dans cette optique d'éthique de notre ligne éditoriale et de notre approche data, comment est-ce qu'on fait de la data sur cette app ? Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on est tributaire du cadre qui est celui des conditions générales d'utilisation de Facebook, conditions générales d'utilisation de Snapchat, etc. Et nous, on garantit une fois que la donnée est déversée chez nous, que l'on est conforme sur ce type de données-là. Et d'ailleurs, au passage, via les API, on ne récupère pas du tout les identifiants, l'identité de nos auditeurs et de nos consommateurs de contenu. Et by the way, on n'en a jamais eu besoin et on n'en a pas besoin. Donc on opère des cohortes, on a de la donnée qui est complètement anonymisée, ça ne nous empêche pas de faire du big data, de la data science, etc. Par contre, quand on est dans notre environnement propre, comment est-ce que je peux aller plus loin que ça ? Parce que l'éthique, c'est pas juste de faire des algos de ciblage contextuel qui n'ont pas besoin de l'ID ou du cookie utilisateur. Ça, c'est pas juste l'éthique, c'est juste de la conformité. Donc on s'est dit, dans cette app-là, on veut une expérience un petit peu préférentielle. On veut animer cette communauté d'ultra fans. Et donc, on a besoin aussi de leur recommander des contenus en fonction de ce qu'ils aiment. Et bien, plutôt que de faire un algorithme de recommandation qui va vraiment ne te servir que ce que tu aimes, donc pour réutiliser une image qu'on aime bien dans Internet, si tu aimes que des chats, tu verras que des vidéos de chats. Peut-être, allez, un peu de variété, je te mettrai de temps en temps un petit chien ou un petit oiseau, mais grosso modo, je te sers que les bébés animaux ad nauseam. On s'est dit, non, en fait, on a quand même une ligne éditoriale. Donc, on va faire une approche hybride. Une partie qui est recommandée sur ton comportement, ta consommation de contenu, et on va se garder un pourcentage dans cette reco-là qui va être une partie éditorialisée, c'est-à-dire que semaine par semaine, jour par jour, l'équipe éditoriale décide de mettre en avant un contenu, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as aimé consommer ou pas, c'est la prérogative d'un média que de mettre en avant des papiers, des dossiers, des vidéos qui sont soit d'actualité ou pas d'ailleurs. Et côté data, on a gardé aussi un pourcentage non négligeable de vidéos recommandées qui sont complètement random, parce qu'on veut pas enfermer nos utilisateurs uniquement dans ce qu'ils aiment. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data de Brut ? Déjà, on va continuer à grandir en nombre et en maturité. Là, si la première année était l'année de l'analytics, y compris de l'analytics avec de la data science, avancée, on a depuis maintenant 6 mois vraiment accéléré sur la data science et l'algorithmie. Donc, on a plusieurs cas d'usage qui sont assez challenging, des cas d'usage de real time, donc où il y a besoin de faire des réponses en temps réel, des algorithmes qui tournent sur des interfaces utilisateurs avec tous les sujets de performance, de complexité technique, etc. Donc l'an 2, c'est celui des use case data qui sortent de la plateforme data et qui sont utilisés par un métier autre que la newsroom, la régie, le marketing. En fait, on a un autre métier à adresser qui sont les équipes tech et les équipes product. Donc, on accompagne un peu ce virage où on devient une API
d'autres produits qui ont besoin de pipes de données, qui ont besoin d'algorithmies, etc. Et puis troisièmement, on accompagne plus stratégiquement le scale de Brut en tant que média, plusieurs pistes de diversification de nos lignes de revenus, plusieurs pistes même de manière de communiquer avec ces audiences qui sont jeunes, etc., de continuer à coller à leurs usages arrive. Je déflore pas tout le travail d'innovation qu'on est en train de faire, mais du coup, comment est-ce que la data accompagne ces changements stratégiques, ces changements d'orientation et ces nouveaux produits, ces nouveaux projets qui sont lancés. Et puis ensuite, un dernier enjeu qui est technique. Maintenant qu'on a des pipes de données dans tous les sens, qu'on ingère toute la data de France, de Navarre, d'Inde, etc., c'est de garantir la solidité technique de notre plateforme. Pas mal de sujets. Écoute, on fera un épisode pour creuser un peu tout ça. Ouais. On arrive sur les dernières questions. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de faire un peu un format questions-réponses un peu rapide. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Alors, ça dépend ce que je recherche, mais en tout cas, je trouve que Café Tech, on va commencer français, je trouve que c'est une super newsletter. En général, ça creuse un peu tous les aspects de la tech. Ça peut être le recrutement, ça peut être le business, ça peut être les levées de fonds, ça peut être mettre en avant certaines technologies, etc. Ça, c'est plutôt pour la vue d'aigle, je dirais, sur le marché de la tech. Côté publicité, parce que ça reste quand même une partie de mon métier, je suis Minted, qui est un nouveau média en plus qui a été lancé, je crois, me semble-t-il, l'année dernière ou un petit peu l'année d'avant, où là, je vais plus creuser les sujets de programmatique, de header bidding, de médias, d'acquisition, d'utilisation de la data dans la pub. TLDR, pour tout ce qui va venir plutôt de la Silicon Valley, mais c'est peut-être celle qui me génère le plus de stress parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu à chaque fois. J'ai l'impression que je suis en train de passer à côté de... Ouais. Voilà, ça me fait palpiter le cœur. Et puis, j'aime bien les events de Imaya. Je sais pas si tu les connais. Si. J'ai eu l'occasion d'en faire 2 ou 3. Je trouve le choix des speakers toujours très bien et je trouve ça très intéressant, pourtant sur un format long. Donc ça, c'est un meet-up que j'affectionne particulièrement en ce moment. Mais bon, il y en a d'autres, voilà. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la data? Le challenge. Ok. Sans aucune hésitation. Je pense qu'après tout ce que tu viens de nous raconter, notamment sur l'année 1 et la vision, ça s'entend très bien. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Un métier exigeant en face. Très sincèrement, voilà. Plus en face, c'est demandeur et difficile à convaincre, plus ça oblige à être tactique, à être pragmatique, à être dans quelque chose d'excellent dans la valeur ajoutée, dans la manière dont on délivre. Donc à chaque fois qu'il y avait un métier qui avait des besoins, qui savait les exprimer d'ailleurs ou pas, mais en tout cas qui souhaitait une collaboration qui lui soit profitable d'une manière ou d'une autre, pour moi ça a été vraiment les meilleures montées en compétences. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Vas-y. Fonce. Écoute, on va finir là-dessus. Ça marche. Merci beaucoup, Dounia, d'être venue partager ton expérience sur le podcast. Merci de m'avoir permis de prendre un peu de recul sur cette année et demie et de pouvoir parler du monde du média. Et je te dis à bientôt. À bientôt, merci.